Alors plus récemment, je me suis lancé dans une recherche que j'ai ambitionnée de façon assez globale et que j'ai intitulée, j'ai eu du mal d'ailleurs à trouver le titre, que j'ai intitulé Histoire de la fatigue. Mais pendant quelque temps, et vous allez peut-être comprendre pourquoi je vous fais cette remarque, pendant longtemps, je voulais pour titre inventer la fatigue. Alors évidemment, l'éditeur que j'aimais beaucoup, Séverine Nickel pour ne pas la nommer, me dit inventer la fatigue, ça va pas être compris. Parce que si tu dis inventer la fatigue, au fond, les gens qui étaient très fatigués de manière écrasante au Moyen-Âge, ils vont dire qu'est-ce que c'est que. Alors comment la fatigue elle existe et maintenant on me dit qu'il faut l'inventer, c'est pas possible, vous voyez. Mais mon titre il avait du sens. Mon titre il avait du sens parce que ce que j'ai voulu montrer dans cette histoire de la fatigue, c'est que la fatigue, c'est pas un objet à la fois totalement cernable et ce n'est pas un objet qui existe le même dans le temps, deuxièmement, et troisièmement, c'est pas un objet qui est identique pour tout le monde. Autrement dit, j'ai commencé par ça, au Moyen-Âge, la fatigue du vilain, la fatigue du laboureur, etc., elle est relativement peu prise en compte. On ne veut pas dire qu'elle est inexistante, mais elle est peu prise en compte et par ça, d'un côté, elle est méprisée. Vous avez, par exemple, des histoires terribles dans des fabliaux qui montrent que le vilain arrive épuisé chez lui et sa femme peut se moquer. Elle peut même utiliser le fait qu'il arrive épuisé pour l'envoyer dormir et se permettre, elle, d'aller mener une vie ailleurs et autrement. Vous voyez, donc c'est important de voir que cette fatigue, elle a à la fois une résonance, une existence sociale, etc. Restons sur le Moyen-Âge. Quand vous lisez les textes, vous voyez bien que la vraie fatigue prise en compte, c'est celle du combattant. Et que c'est les croisés qui sont épuisés après leur combat, qui sont aidés ensuite par leurs femmes, que c'est éventuellement la fatigue du clerc, parce que lui, il se donne pour les autres, en particulier la religieuse. Vous voyez, la religieuse se donne pour les autres, et même elle se sacrifie, et même elle tire une sorte de valeur folle de se sacrifier au point qu'il y a cet épisode dans Voragine sur l'histoire des saints, il y a cet épisode folle que j'avais beaucoup utilisé de Sainte Douceline. Sainte Douceline, elle veut tellement, en quelque sorte, au fond, se donner aux autres qu'elle s'interdit de dormir. Donc elle invente un appareil complètement délirant, fait de planches et de cordes, où lorsqu'elle bouge, les planches lui tombent sur la tête et la réveillent pour qu'elle puisse se donner. Vous voyez, donc il y a quelque chose là de très fort qui consiste à louer la fatigue du clerc. Il y a une autre fatigue aussi qui est importante au Moyen-Âge, c'est celle, tout aussi religieuse d'ailleurs, hein, du pèlerin. Alors le pèlerin, il se valorise en traversant les terres, les mers, éventuellement les déserts, etc. Mais vous avez du coup aussi, prise en compte de la fatigue, le fait que certains types de condamnations portent sur le pèlerinage. Par exemple, un crime peut être condamné par le fait de faire un pèlerinage dans tel endroit, et souvent la gravité du crime est proportionnelle à la longueur du trajet proposé. Vous voyez, c'est dans notre monde, là encore. Il faut lire ces mondes-là en abandonnant notre propre sensibilité. Donc, je voulais montrer aussi, cette remarque va introduire le chapitre suivant, si vous voulez. Je voulais montrer aussi que travailler sous cette forme-là, au niveau des troubles corporels, des troubles pris en compte, etc., c'est travailler au-delà du corps. C'est travailler sur quelque chose qui met en scène le profil, au fond, d'une société. Donc on voit bien que quand je dis ça, le profil est très parlant. Les êtres importants, les combattants,
des êtres importants, la religion également. Il y a aussi une mention dans le Moyen-Âge sur les voyageurs, etc. Mais peu de mentions sur le travailleur, etc. Même si on prend en compte les heures quand même. Hein. Il y a des règlements de travail qui portent sur les heures. Bon, ouais, j'insiste pas. Puis si vous changez d'époque, et que vous vous intéressez au XVIIe, par exemple, je change, je vais très vite, je passe sur la Renaissance, à ce moment-là, les êtres fatigués ne sont plus les mêmes. Enfin, ça reste les mêmes, combattants, etc. Mais il y en a de nouveaux. Et entre autres, et là, du coup, vous commencez à percevoir des dispositifs qui portent sur la structure sociale elle-même. Qu'est-ce que sont les êtres nouveaux? Les administrateurs, les marchands, ceux qui font fonctionner le social, vous voyez? Donc la société se complexifie. Elle a besoin de plumitifs. Elle a besoin de gens qui travaillent le soir. Elle a besoin de gens qui sont des notables, des avocats, des hommes, des magistrats, etc. Alors il y a cette fameuse image magnifique de La Bruyère qui montre l'avocat dans son carrosse, un avocat riche, etc., qui a un carrosse, et qui dans son carrosse se montre comme étant en train de continuer ses écritures, ne s'intéressant pas du tout à ce qui se passe à l'extérieur. Ah, le voilà quelqu'un qui travaille, vous voyez. Donc on voit là, à nouveau, un profil social s'imposer, ce que je trouve très important, parce que du coup, ça montre ce que je n'ai pas dit jusqu'ici, et que je tiens à dire avec une certaine force, ça montre que faire une histoire du corps en s'accrochant vraiment à la manière dont le corps est perçu et analysé, c'est finalement essayer de traduire des profils sociaux, c'est traduire des dispositifs sociaux. Vous voyez. Et donc l'émergence comme ça de l'intendant, du plumitif, etc., c'est le signe d'une société nouvelle. Et puis continuons, le 18e maintient évidemment ce genre de choses, mais le 18e commence à s'intéresser davantage à la manière dont les gens parlent d'eux-mêmes, parlent de leur fatigue, traduisent dans leurs journaux ce qu'ils ont éprouvé. Et également, nouvel indice, au 18e, on commence à s'intéresser au temps, on commence à essayer de mesurer la manière dont on peut faire tel trajet en tel temps, etc. Ça commence un peu avant. Hein. Au 18e, c'est très clair, vous voyez, combien de temps mettons pour faire telle chose. Et puis continuons, autre objet dont j'ai déjà parlé, mais j'y reviens, la montée de l'individu conduit à ce que cet individu lui-même se donne des défis, c'est-à-dire les voyages, la mer, la montagne, et donc ça crée une notion complètement originale, qui est celle d'une fatigue-plaisir. On pourrait imaginer que cette fatigue-plaisir, elle existe déjà chez Leclerc, mais chez ceux qui prennent l'initiative de s'affronter, vous voyez, quand je m'affronte à la montagne, je renforce ma propre détermination intérieure, ma propre assurance, voilà, quand j'affronte, et en même temps, la fatigue que j'éprouve, c'est une fatigue qui me satisfait, parce qu'elle confirme en quelque sorte mes propres ressources et ma propre affirmation. Voilà, donc on voit là, à nouveau, le fait que les individus s'affirment plus qu'auparavant, qui créent des pratiques qui n'existaient pas, qui sont des pratiques d'affrontement, qui sont des pratiques de jeu, etc. Bon, très bien. Passons au 19e. Qu'est-ce que c'est que les types de fatigue qui commencent à... D'abord, il y a des fatigues nouvelles. La fatigue de l'ouvrier qui fait toujours le même geste, etc. Et certains auteurs vont commencer à dire, oui, bon, chez l'ouvrier, il y a une sorte de langage. Mais quand je dis ça, ça veut dire qu'on commence à s'intéresser à l'ouvrier. Parce que l'ouvrier, c'est précisément celui qui est en rapport direct avec la rentabilité possible. Vous voyez, donc on commence à rentrer dans des procédures économiques qui sont des procédures de rendement, qui sont des procédures d'efficacité, qui sont des procédures, cette fois au niveau technique, de répétition du geste sur le même lieu. Et à ce moment-là, s'ouvre un immense espace, qui est celui de la fatigue de ceux dont nous nous servons, qui n'existaient pas jusque-là. Continuons. Il y a une autre fatigue magnifique au début du 19e. C'est celle qui est issue de la Révolution française. Alors je m'explique. Moi, je n'y pensais absolument pas, mais elle s'impose. Quand vous lisez les textes dont j'ai déjà parlé, les Français peints par eux-mêmes, quand vous lisez des romans, quand vous lisez des lettres, quand vous lisez des livres de mœurs, quand vous lisez les livres de Marc-Antoine Julien sur l'emploi du temps, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la société du 19e, qui est issue de la Révolution française, elle transpose l'image du clerc religieuse et traditionnelle, elle la transpose au niveau des responsables du social, c'est-à-dire les médecins, les avocats qui se sacrifient,
Et dans le Savarus, dans l'image de Balzac, il se sacrifie pour les autres. Il s'impose, il fait exister le collectif. Donc ceux qui étaient invisibles, vous voyez, se mettent, à tort ou à raison, parfois de façon complètement illusoire, se mettent visibles parce qu'on souligne leur intérêt et le rôle qu'ils peuvent jouer pour donner plus de force, en partie illusoire, ne nous trompons pas, mais pour donner plus de force à quelque chose qui est de l'ordre du collectif et du social. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. Donc ça révèle, vous voyez, une fois encore, l'intérêt pour la fatigue et pour le corps, révèle un profil social que l'on connaît, mais qui gagne en précision, une fois que l'on a dit ça, qui gagne à l'importance. Bon, je ne veux pas terminer sur un exemple, mais je veux montrer aussi l'importance d'un autre exemple, qui ne surgit que dans la deuxième moitié du 19e, et qui est lié très directement à la société industrielle. Qu'est-ce que c'est que la société industrielle ? C'est une société qui rompt complètement avec les grands repères traditionnels. Vitesse, les trains, quotidienneté, la presse, la communication. Vitesse, communication. Et la communication, c'est pas seulement la presse, mais c'est aussi les télégraphes. C'est aussi à la fin du siècle le téléphone. Il faut répondre. Vous voyez ? Il faut lire les journaux, il faut répondre, il faut essayer de réagir. La ville présentée totalement autrement, les lumières, les communications, l'excitation, l'essence, etc. Et un mot qui surgit, que je ne comprenais pas, moi, il y a encore quelques années, et que j'ai mieux perçu en travaillant sur cet objet, un mot qui surgit, deuxième moitié du 19e, surmenage. Ah, ça a toujours existé? Pas du tout, ça n'a pas toujours existé. Le mot n'existait pas. Surmener, c'est effectivement conduire un animal au-delà de ce qu'il est en mesure de faire. Mais surmener, c'est conduire des individus au-delà de ce qu'ils sont en mesure de faire. Pourquoi ? Parce qu'on accentue les informations auxquelles ils sont confrontés, parce qu'on les soumet au fait de réagir de plus en plus vite, parce qu'ils sont confrontés à des problèmes de rentabilité, etc. Et à ce moment-là, on a une nouvelle fatigue qui est complètement différente de ce qu'elle existait jusque-là, qui est plutôt une fatigue mentale, qui est plutôt une fatigue nerveuse, la fatigue industrielle. Par exemple, dans la fameuse revue la réforme sociale de Le Play, il y a la fatigue de l'industriel, qui doit rendre, qui doit faire, qui doit exécuter. Dans les romans de Zola, vous voyez, le directeur de l'usine, qui devient fou parce que c'est trop difficile. Bon, et voilà, des nouvelles fatigues qui, une fois encore, sont en mesure de représenter à la fois de l'économique et du social. Et on pourrait continuer, prendre des exemples d'aujourd'hui, mais les exemples d'aujourd'hui, ils viennent immédiatement à l'esprit, parce que je trouve que ils viennent immédiatement à l'esprit, mais ils sont liés quand même au 18e qui tire de plus en plus l'importance de l'individu, et ils sont liés au type de technique qui accentue de plus en plus le phénomène de la vitesse et de la mobilité. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il se passe le fait que, incontestablement, les individus sont plus exigeants qu'ils ne l'étaient quant à leur propre satisfaction. Vous voyez, ça c'est tiré parce que je le vaux bien, c'est fondamental. Donc beaucoup plus exigeant à l'égard de ce qui peut les satisfaire, de ce qui peut permettre leur épanouissement, de ce qui peut permettre le fait qu'ils se réalisent tout simplement de manière qui donne plus de force à leur propre individu et à leur propre moi. Or, évidemment, la société ne peut pas se passer de règles, d'impositions, de domination. Et donc vous avez des mots qui n'existaient pas, et qui deviennent tout à fait centraux. C'est harcèlement, domination, et quoi. Et ça c'est beaucoup moins supporté qu'auparavant. Et puis en même temps, la société, elle reste rapide. Il faut réagir, il faut bouger, changer de métier, etc. Et donc je pense que les contraintes, qui ne sont pas forcément plus fortes, mais qui sont éprouvées, qui sont ressenties de manière beaucoup plus forte qu'auparavant, entraînent des conséquences qui, elles, ne sont pas forcément des conséquences musculaires, mais sont des conséquences mentales. Donc burn-out, dépression, vous voyez, on est confronté à des choses qui sont, à mon avis, totalement nouvelles et qui s'expliquent parfaitement par les profils sociaux dans lesquels nous sommes imprégnés. D'où des plaintes qui ont un aspect beaucoup plus psychologique qu'auparavant. Et ça renvoie à ce texte que je trouve tout à fait pertinent, hein, comment s'appelle-t-il, de Rosan-Vallon, qui montre que la souffrance sociale
devient une souffrance psychique. Et ça, c'est très important.